Salut les copines, salut les copains et bienvenue sur la chaîne YouTube de First Team Sport pour un nouvel épisode de Bagarre Générale. Heureusement pour vous, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Avec nous aujourd'hui, Loïc, le monstre anguille pratiquant MMA, ceinture noire de JJB, ceinture noire de karaté en Mothers League, petite private joke, et heureux président désormais de l'association Dominance et Liberté. Exactement. Comment a été ce petit stage de nudisme en forêt? Rafraîchissant, Rafraîchissant. reposant, C'était bien, instructif. ça t'a plu? Ah ouais, écoute. Pirate était content? Ah, ravi. Parfait. Christian est là aussi, notre spécialiste du noble art, la vraie patte de Paname, journaliste sportif chez Eurosport et Canal+, entre autres, et producteur des émissions Un dîner presque parfait avec LeBron, et LeBron est dans le pré. Félicitations, tu perces, dis donc. Écoute, quand il s'agit de grimper dans le game, forcément, il y a un rapport avec LeBron James. Tu restes avec nous. Voilà. Je vais rester encore un petit peu. Ça, c'est sympa. Le teigneux mais sérieux Eric, ancien pratiquant MMA, préparateur mental de champion et créateur du podcast audio Fréquence MMA, ne sera pas là pour la première partie, mais sa voix suave et érectile nous rejoindra pour la seconde partie, la partie MMA. En effet, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous commencerons par le crochet box, avec le retour sur le combat Joshua Pulev et quelques mots sur un certain monsieur Mayweather, fils, junior. Puis, dans une seconde vidéo qui sortira demain, je crois qu'elle est publiée demain, nous débrieferons des performances des Français Morgan Charrière et Cyril Gane, respectivement aux Cage Warriors et à l'UFC. Avant de commencer, messieurs, je vous rappelle les règles de base. Protégez-vous tout le temps, je veux des débats et des interventions propres, et surtout de la discipline. Si vous parlez trop en même temps, si vous coupez la parole, c'est 10 pompes. Oui. Ça ira? Très bien. On touche les gants et on y va, c'est parti. Alors, Joshua Pulev, combat avec un peu de public à Londres. Eh oui. On commence à retrouver une semi-ambiance dans les salles, ça progresse. Christian, il y avait 1000 personnes, c'est ça? Il y avait 1000 personnes. Ça change déjà beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. On avait peur que ce soit un combat un peu dans l'intimité d'un huis clos. Mais au final, vu que les clubs de Première Ligue en football, eux aussi ont réaccueilli du public dans les tribunes, pourquoi pas en boxe, absolument. Voilà, 1000 personnes. Parfait. Et d'ailleurs, je vous parlerai d'un petit record par rapport à cette performance. Sympathique, il y a du croustillant. Voilà. Bon, là on va se faire un petit round par round, et tous les 3 rounds, tu interviens. On peut tu nous dis ce que tu en penses, etc. Évidemment, Loïc, dès que quelque chose te vient à l'esprit, vas-y tout de suite. Un premier round d'observation, pas beaucoup de coups, ni de combinaisons. C'était un petit peu pour faire connaissance. C'est un petit peu pour faire connaissance, même si Joshua connaissait déjà un petit peu Pulev. Quand même. Il le connaissait déjà un petit peu, et surtout, il l'a beaucoup étudié, puisque faut rappeler qu'il devait s'affronter il y a 2 ans. Il l'a beaucoup étudié, et pendant son camp d'entraînement, il a travaillé beaucoup d'aspects de ce que pouvait proposer Pulev. D'accord. Il était en terrain connu. Ok. Second round, Joshua commence à envoyer les combinaisons et entame un petit travail de sape. Pulev prend des coups, mais il sourit. Beaucoup de jabs dans le deuxième round. Beaucoup de jabs. Troisième round, Pulev est touché, Joshua accélère, Pulev éclate de rire et perd un petit peu sa boxe. Puis il rigole un peu moins lorsqu'il est compté debout. Et 1 minute plus tard, il rigole plus du tout. Lorsque Joshua, un poil agacé, le knockdown d'un bel uppercut bras arrière. C'est ça spécial. Il se relève et nous gratifie d'un coup super fair play après le gong. L'anglais lui rendra la politesse. Oui. C'était un peu dirty, non? C'était un peu sale, mais Pulev, c'est ce type de boxeur-là. C'est-à-dire que tu parlais tu disais que Pulev proposait des choses et tout. Il n'a pas grand-chose à proposer. Ok, c'est du punch. C'est du punch, c'est un cogneur, c'est quelqu'un de très résistant, et on va en parler par la suite, mais c'est pas un technicien du tout. C'est pas un technicien du tout, c'est un dur au mal. Contrairement à Joshua, qui lui est quasiment... il est magnifique, et c'est un peu un truqueur. C'est-à-dire que c'est un peu... Tant qu'on m'a pas vu, c'est bon. Tant qu'on m'a pas vu, tout se passe bien. Et dans ce troisième round-là, le premier... C'est pas un knockdown, puisqu'il est compté debout, mais... le pas de retrait, et franchement, il faut que vous alliez revoir sur ralenti, le pas de retrait, puis la remise avec la droite, tellement propre, c'est clinique,
Poulev reste debout, et c'est là qu'on voit que le mec est quand même très très solide. Il harangue la foule un peu, enfin pas il harangue parce que beaucoup de gens l'ont sifflé. Il a un peu de dos aussi, il est quand même submergé là. C'est au moment où il commence à se mettre de dos, où on sent que il en peut plus, que l'arbitre va le compter et le compte debout. Ouais. Là, la deuxième fois, c'est flush, l'uppercut, la spéciale d'Anthony Joshua. Il peut rien faire, il va au sol, mais assez rapidement, on voit que Poulev reprend ses esprits. Ouais. Il reprend ses esprits et il reste plutôt solide. J'interviens juste parce que j'entendais, alors c'est une règle, du coup moi je connais moins bien les règles que toi en boxe anglaise, mais j'avais entendu, j'ai cru comprendre dans les commentateurs anglais que le fait de tourner le dos à l'adversaire, tu peux potentiellement, en fait, l'arbitre peut prendre ça pour un abandon et venir te sauver et dire bon bah c'est fini, game over. On se souvient de Mayweather qui avait séché un mec qui s'était retourné. C'est pas exactement la même chose. C'est un peu plus, il faudrait détailler un petit peu plus, mais on n'a pas le temps. Mais c'était pas exactement la même chose contre Ortiz. Ok, bon bah dans un autre épisode alors. Oui, dans un autre épisode. Si tu nous abandonnes pas pour le Non, je reste avec vous. La 4e reprise sera un round de repos pour l'anglais. Moi j'ai trouvé qu'il calmait un petit peu le jeu pour pas se cramer. Mais on sent que Poulev, lui, est déjà un petit peu entamé, voire un petit peu cuit. Joshua reprend son rythme de croisière au 5e round. Il attaque, il touche, il redonne le sourire au Bulgare. Exactement. Ça c'est agréable. Et puis 6e round, dirty boxing. On sent que Poulev a repris un peu de souffle, mais qu'il trouve pas de solution. Ouais, il a pas de solution, et comme je l'ai dit, c'est pas un grand boxeur. Par contre, c'est un bagarreur, c'est un truqueur. Il y a bagarre. Et voilà. Et l'arbitre l'avertit plusieurs fois. Attention, les coups derrière la tête. Les rounds. Les coups après le gong. Ouais, les coups après le gong. Les rounds 4 à 6, t'appelles ça les rounds de repos. Moi, j'appellerais ça les rounds de reprise de mesure. D'accord. Quand je dis reprise de mesure, c'est ce qui s'est passé il y a un peu plus d'1 an et demi face à Andy Ruiz lors du premier combat. Il ne faut pas oublier que avant d'aller au tapis et de perdre ce combat, Anthony Joshua, il l'envoie au sol très sèchement Andy Ruiz. Oui. Et c'est dans les rounds juste après, parce qu'en plus il me semble que dans ce combat-là, en juin 2019, c'est au 3e round qu'il envoie au tapis une première fois Andy Ruiz. Dans les rounds d'après, il se précipite comme un malade, il va chercher le KO tout de suite. Là, sur ce combat-là, il est magistral puisqu'il reste très intelligent, très conscient de ce qui se passe. Il ne se jette pas, il contrôle le jab, il ne cède pas aux provocations de Poulev, et c'est hyper important de voir cette progression-là chez Anthony Joshua. Ouais. On sent qu'il a travaillé ce truc-là, on l'avait déjà vu lors du 2e combat face à Andy Ruiz, mais là c'est vraiment, on sent que c'est affirmé, il est conscient de ce qui se passe, il maîtrise son sujet. 6e round, tu l'as dit, les coups derrière la tête, l'arbitre est souvent... Ça accroche, ça tape dans l'autre sens aussi. L'arbitre l'avertit beaucoup. Moi, je pensais à un moment qu'il allait retirer même un point. Mais au final, l'arbitre est plutôt indulgent, je trouve. Ouais. Moi, à mon sens, il aurait fallu... Joshua est tellement devant. Ouais, Joshua est au-dessus. Et je pense que l'arbitre aussi le ressent. Oui, bien sûr. La perception de l'arbitre entre en jeu. Et à ce moment-là, on se dit, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, il y a 2 solutions. La première, c'est soit il est en train déjà d'entrer dans la construction de son KO, soit il nous offre le même combat, le même type de combat que ce qu'il a pu faire face à Andy Ruiz 2, c'est-à-dire contrôle total, très technique, je touche, je pique. Quasiment intouchable, sans forcément aller chercher le KO. Et c'est ce qui avait déçu beaucoup de monde lors du 2e combat face à Andy Ruiz. Bon, là, ça s'est pas passé exactement de la même manière. Ah non. 7e round, Joshua, sans prendre trop de risques, malgré une belle droite de Poulev, là, on commence à voir quelque chose de Poulev. À noter le triple uppercut de Joshua. Il le tente, mais ça reste beaucoup dans les gants. Il y a 2 des 3 restent dans les gants. Oui, néanmoins, j'ai pas vu justement d'adaptation de game plan de Poulev, parce que clairement, déjà l'uppercut, il devait déjà être au courant. Oui. Il s'en prend un, il s'en reprend, et puis il les part pas beaucoup, quoi. Il n'avait pas de game plan. Ouais. Il n'avait pas de game plan. Le game plan, c'était accroché, tenir le plus longtemps possible, cogner, parce qu'il sait le faire. À ça, s'il y a bien un truc sur lequel on l'attendait, ça envoie, on n'a pas envie d'être en face. S'il y a bien un truc qui aurait pu mettre en danger Anthony Joshua, c'est la frappe, les coups de massue sur un contre ou quelque chose comme ça. Bien sûr. 8e reprise, Poulev commence un peu à combiner, enfin, mais sans vraiment inquiéter l'anglais qui reste patient et composed. Oui. Et puis, 9e reprise, Joshua commence un petit peu à s'amuser. On sent que là, il a compris.
Et puis voilà, ça déroule. Lui, Poulev ne rigole plus du tout. Uppercut encore, 3e knockdown. Ouais. 30 secondes après le comptage, l'Anglais siffle lui aussi la fin de la bamboche. Et met Poulev KO pour son 4e voyage... non, 3e voyage au tapis. Et du coup, Joshua conserve toutes ses ceintures, sauf la WBC qui appartient toujours à Tyson Fury. Ensuite, petit check avec Mayweather dans la foule qui était présent. C'était une sorte de validation. Voilà. Validation parce que Mayweather, master boxeur, technicien hors pair. Le fait qu'il soit venu à Londres pour voir ce combat-là. Sans doute en classe éco. Oui, très certainement. À des fins promotionnelles, j'imagine, parce qu'il vient jamais pour rien. On va en parler après. C'est quand même la première personne qu'Anthony Joshua est allé checker après le combat. Il va checker son coin. Et puis il sort du ring, il va tout droit vers Floyd Mayweather, évidemment sans masque, parce que monsieur ne respecte pas les règles, il fait un peu ce qu'il veut, mais il va le checker directement, une longue accolade, une discussion, on ne sait pas exactement ce qui est sorti. J'ai essayé de regarder sur différents sites, de voir ce qui s'était dit, mais ce sera intéressant de savoir. À mon avis, je pense que Floyd Mayweather a dû valider le fait que champion, tu as fait un sacré combat, et techniquement, et terminé par le KO, franchement, chapeau. À noter aussi donc les 3 phases de sol de Poulev qui ont dû te faire plaisir. La guillotine. Oui. Il y a eu quelques petites guillotines sur des clinches, etc. Mais il y a quand même eu du sol. C'est ça. Et malgré tout, tu as pu donc te délecter, toujours à côté de ton amoureuse. C'est ça, toujours. En regardant ça. Bon, évidemment, maintenant, on se demande que va-t-il se passer après pour Anthony Joshua. On a eu Joshua s'est exprimé à la sortie de ce combat. Sur les plateformes d'expression, Tyson Fury aussi a donné des nouvelles. Il n'a pas perdu de temps. Donc Anthony Joshua Fury, on parle donc de ce super fight depuis tellement longtemps que là, on se dit que ça y est, c'est le moment où il faut le faire. On parle de 100 millions de livres chacun pour ce super fight. Qu'est-ce que tu en penses, Christian ? Deontay Wilder, pas Deontay Wilder, est-ce qu'on y va maintenant ? Est-ce qu'on attend encore un peu ? Je pense qu'il faut revenir au tout début de ta phrase, c'est on parle. On parle de 100 millions, on parle de ceci, on parle de cela. Évidemment qu'il faut le faire, forcément. L'histoire de la boxe a besoin de ça, le milieu de la boxe a besoin de ça, le monde du sport a besoin d'un tel événement. Après... il faut être conscient de ce qui se passe actuellement. Ils ne vont pas le faire là, dans les 4-5 mois. Ils parlent de potentiellement l'été prochain, mais à voir si avec le Covid, c'est possible de remplir un stade, parce que ça, très clairement, c'est une affiche que moi, je refuse de voir sans spectateurs. Mais surtout, comment tu lèves 200 millions ? Oh, ne t'inquiète pour un combat. Avec les pay-per-view. Ne t'inquiète pas, Loïc. Avec 200 millions, les droits, la boxe, c'est pas le MMA, attention. Il y a de l'argent en boxe. Ça monte vite. Il y a de l'argent. Mayweather contre McGregor, je crois qu'il est autour des 400 millions. Il touche 400 millions. McGregor touche un peu moins de 100. Incroyable ces sommes en boxe. La boxe. Non, mais je dis pas que c'est pas bien. Moi, je suis toujours sur le cul quand je vois les c'est un sport qui est beaucoup plus ancien, qui est beaucoup plus suivi. Donc c'est aussi un peu logique. Évidemment, alors Tyson Fury a tout de suite réagi en disant voilà, moi je veux le faire tout de suite, il faut qu'on le fasse. Bob Arum a tweeté, Bob Arum qui est le promoteur de Tyson Fury, a tout de suite tweeté pour dire écoute, nous dès ce lundi, on se met autour de la table pour organiser ce combat. Mais moi je repense à un truc, il y a quelques mois. Les deux messieurs nous ont pas annoncé qu'ils avaient signé un contrat pour 2 combats en 2021, que c'était officiel, que c'était acté. En effet, et malgré logiquement le combat 3 aussi. Voilà, et malgré logiquement. Wilder toujours blessé ? Wilder toujours en convalescence. Il y a toujours aussi cette question-là. Donc il y a plusieurs petites choses qui peuvent poser problème dans l'organisation de ce combat-là. Il y a effectivement, pour Fury, et des deux côtés, du côté de Fury et du côté de Joshua. Pour Fury, c'est le statut de la trilogie avec Wilder. Est-ce que on le fait, on le fait pas ? Visiblement, là, Tyson Fury a l'air plus du tout intéressé par ça. Il le dit depuis plusieurs mois maintenant. Il voulait faire un combat en décembre.
avant d'affronter Joshua, là, en décembre, il ne peut pas combattre. Il a l'air d'être vraiment motivé pour faire directement Anthony Joshua. Joshua, de son côté, on parle beaucoup d'un combat entre lui et Alexander Usyk, l'Ukrainien, ancien champion indisputé des lourds légers. Donc, qui est une belle affiche. Hein, oui, mais qui n'est pas celle qui fait rêver tout le monde. C'est pas une finale de Coupe du Monde. Quoi. Ensuite, autre chose, quel lieu ? Il faut que les deux équipes se mettent d'accord, puisque Tyson Fury, son promoteur, lui, est américain, Bob Arum, aimerait beaucoup le faire à Las Vegas. Il a ses entrées là-bas. Anthony Joshua, qui lui est promu par notre ami Eddie Hearn, dont je vais dire un mot un petit peu après, lui, forcément, il aimerait bien soit le faire à Wembley, même si beaucoup de monde affirme que Eddie Hearn, vu qu'il a fait du très bon business pour le combat Joshua-Ruiz 2 en Arabie Saoudite, ce combat-là pourrait avoir lieu en Arabie Saoudite ou à Bahreïn. À voir. C'est vrai que c'est dommage pour les fans anglais quand même. Ce serait vraiment horrible. Un crève-cœur. Horrible. Parce que ces deux combattants du Royaume-Uni, ce serait l'enfer. Après, ce serait pas la première fois que deux combattants champions du monde des poids lourds du même pays combattent à des années, des kilomètres mais typiquement, de leur pays. Pour pouvoir donner 100 millions de livres à chacun, il faut aller dans ces pays-là. Il faut aller dans un pays où la promotion va faire dépenser beaucoup de fric. Même s'ils vont pas très bien en ce moment, ces pays-là. Hein. Effectivement, c'est encore un autre débat. Et dernier élément qui a quand même son importance, quelle chaîne de télé va diffuser ça à l'international ? DAZN, qui est lié par contrat à Anthony Joshua pour la diffusion mondiale, Fox aux États-Unis pour Tyson Fury, ESPN aussi avec Tyson Fury. Est-ce qu'on aura droit à une codiffusion ? Une codiffusion en boxe, c'est extrêmement difficile à monter. Il faut savoir. C'est de gros sous, quoi. C'est une histoire de gros sous, c'est une histoire de quel annonceur, parce que chaque chaîne a son annonceur, son speaker. Quel speaker dit quoi sur le ring, quelle pub on accepte, quelle pub on n'accepte pas. Enfin, il y a pas mal de choses. Ils vont s'arranger quand même, c'est leur boulot. Il faut qu'ils s'arrangent. Oui. Il faut qu'ils s'arrangent. Indispensable. Il faut qu'ils s'arrangent parce que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, oui je le dis, de l'humanité. De l'univers. Non, de l'histoire de la boxe et du sport, on aurait un champion du monde poids lourd indisputé à 4 ceintures. Parce que jusqu'à présent... Si Fury gagne. Alors, peu importe le vainqueur. Joshua, il a été vaincu. Mais si Fury s'impose face à Joshua, il prend les 3 ceintures de Joshua. Hein. Oui, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un combat Fury-Joshua, il y en a qu'un qui peut être détenteur de toutes les ceintures et invaincu, ce serait Tyson Fury. Joshua a déjà eu une défaite. Mais le statut d'indisputé ne dépend pas forcément de est-ce que tu as perdu ou pas dans ta carrière. Voilà. En boxe en tout cas. Et donc, pour tout ça, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse, et je dis on parce que on fait partie du milieu. Dans le dièse, ouais, je suis dans le délire. Je vais toucher un petit billet d'ailleurs pour ça. Maintenant on dit dans les bails. T'es dans les beaux. Oui, parce que, normalement c'est les beaux. La dernière fois qu'il y a eu un champion indisputé dans l'histoire de la boxe, un champion poids lourd indisputé dans l'histoire de la boxe, c'était en 2000. C'était déjà un Britannique. C'était Lennox Lewis. Et c'était à 3 ceintures. Parce que la ceinture WBO n'était pas encore totalement adoubée par les autres fédérations. Maintenant, il y a 4 ceintures et voilà, ce serait quelque chose de vraiment énormissime. Comment on conclut ? Dernier petit truc sur ce combat-là. Anthony Joshua a battu un record de Mohamed Ali. Et oui. Lequel est-il, mon cher record de Mohamed Ali, un record assez particulier, puisqu'il a battu le record du plus petit nombre de spectateurs pour un championnat du monde poids lourd. Non mais là ça vaut pas. Si. Mais non, parce que c'était quoi les conditions du combat de Mohamed Ali ? Pleine. Il y avait une capacité de 1000 personnes et il y y avait 1000 personnes. Mais c'était quoi les conditions du combat de Mohamed Ali ? Parce que c'est incroyable aussi d'avoir si peu de personnes pour Mohamed Ali. C'est vrai. Alors c'est Mohamed Ali contre Sonny Liston 2, puisque Mohamed Ali devient pour la première fois champion du monde en 1964. Mohamed Ali, qui à ce moment-là s'appelle encore Cassius Clay, j'allais dire Sonny Liston, mais Cassius Clay. Et donc il affronte Sonny Liston pour la revanche un an après, en 1965, et il fait ça dans sa ville à lui, dans le Kentucky, à Louisville. Et il affronte donc Sonny Liston et il le bat en quelques rounds devant 2434 spectateurs.
C'est une encyclopédie de la boxe, mec. Bon, je me le suis noté quand même pour avoir le chiffre bien précis. 2434 spectateurs. Et donc hier soir, Anthony Joshua n'avait que 1000 spectateurs. Oui, mais c'était quand même... Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Et là, battu un record. Bon, avant de s'engueuler, on change de sujet. On a eu une autre drôle de news. Ouais. Alors celle-là, moi, je ne l'ai pas vu venir. Hein. Floyd Mayweather Jr. contre Logan Paul. Faut zoomer sur Loïc. Le 20 février 2021. Loïc, tu es ravi, je le sens. J'ai mal au sport de combat. Je donne d'abord quelques chiffres et puis ensuite on en discute. Vous en discuterez parce que je pense que vous n'êtes pas vraiment d'accord et j'aime quand vous n'êtes pas d'accord. Donc je vais essayer un peu de faire en sorte que ça parte dans la violence. Très bien. 43 ans contre 25 ans. 15 cm de différence à l'avantage de Paul. Où ça? Oh, alors tout de suite le griffe. Franchement, moi, ça, c'est 10 pompes. Non. Il est plus grand, c'est tout. Okay. Voilà. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. T'as rien dit. Foiré. 50-0 contre 0-1 en pro. Voilà. Hein, on sent que ça va être équilibré. Oui, bah oui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Logan Paul est un YouTuber suivi par 22 millions de personnes. Mm-hmm. Il est le frère de Jake Paul. C'est le grand frère de Jake Paul, qui est aussi YouTuber et boxeur et qui a mis KO l'ancien joueur de NBA, Nate Robinson, lors du gala de Tyson contre Jones Jr. Donc Logan Paul est très très connu pour de mauvaises raisons particulièrement, parce que lors d'un voyage au Japon, il est allé dans une forêt qui apparemment serait une sorte de lieu là-bas qui sert pour les gens désespérés qui vont se suicider. Et là, je crois qu'il a filmé le cadavre d'un japonais pendu, enfin un truc. C'est un truc odieux. Oui. Et puis lui, il était un peu à la cool là-dedans, donc tout le monde s'était dit voilà, c'est abominable. On comprend pas. Moi, j'ai pas compris. Je comprends pas ce que fait Mayweather. Alors, oui. On va faire un coup de fric. Voilà, c'est la seule logique. Encore une exhibition. On avait déjà vu avec McGregor. On avait vu aussi avec Tenshin Nasukawa. Ouais. Mais là, au moins, c'était des sportifs de combat. Là, on a affaire à un gamin dont c'est pas le métier, qui a déjà essayé et qui a perdu contre un autre youtubeur. Non, c'est terrible. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il va y avoir un accident? Je termine juste avec les chiffres. On parle d'une paye pour Mayweather de 20 millions de dollars plus 50% des pay-per-view. Wow. Et le prix du pay-per-view, alors c'est pareil, le premier million de pay-per-view sera à 25 $. Une fois passé ce million, le prix augmentera jusqu'à 70 $, jusqu'à l'approche du combat. Donc je crois qu'il y a deux paliers. Ouais, c'est ça. Il y a un 40 $, 50 $, et puis à partir de 2021, en gros, c'est à 70. Je crève d'impatience, Loïc. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Une catastrophe. Une catastrophe, carrément. Mais en vrai, déjà, merci d'avoir dit la somme parce que j'avais même pas cette info, mais je pensais que c'était pour plus que ça. Mais 20 millions, genre on parle de l'athlète le plus payé de l'histoire de l'humanité. Le mec, il est resté au classement top 1 des athlètes, des sportifs les plus payés du monde pendant presque 15 ans, toute sa carrière. Et là, le mec, il est invaincu, il a battu les meilleurs. Il a combattu McGregor. En soi, on savait que c'était pour le fric, etc. Mais je veux dire, ça restait une confrontation de style. Ok, t'as McGregor, c'est la légende du MMA. Je trouvais ça. Non mais il y avait une logique. Pas minable. C'est ça. Il y avait une logique, tu vois. Mais là, en fait, au-delà du what the fuck, c'est mais non. Alors mais fais pas ça en fait. T'es une légende. Pourquoi il devrait pas faire ça? Bah déjà parce que moi je pensais vraiment qu'il toucherait plus que ça. 20 millions, je comprends pas, c'est même pas faire. 20 millions plus 50% des pay-per-view. Oui, il y aura beaucoup plus. Bon après on n'arrivera pas au niveau d'un McGregor. Mais je veux dire, là c'est une farce. C'est normal aussi. Là c'est une farce, là c'est une blague. Je veux dire, en fait, cette histoire de Logan Paul, des frères Paul, pour ceux qui suivent un peu le MMA et le jiu-jitsu brésilien surtout, elle traîne depuis un petit moment parce que ça fait un moment qu'ils se tirent la bourre avec Dylan Danis, qui est le coach de jiu-jitsu de McGregor. Et donc, en gros, ça fait plusieurs fois que les frères Paul essayent de combattre en MMA contre Dylan Danis. Dylan Danis fait un peu monter la sauce. Et là, il s'est un peu fait avoir. Parce que Paul a tourné un peu avec Borachinian en JJB. Je crois qu'il y avait eu des vidéos comme ça. Et où on disait qu'il n'était pas dégueulasse. Avec Costa, là. Il y a une vidéo qui a tourné il y a 2 semaines où il fait un sparring avec Costa, où il se fait sécher, en anglaise. Donc ça montre qu'en fait, mec, il n'a aucune chance. Enfin, contre qui il est on est d'accord. Comme ça. Après, là, ce qui peut être un petit peu rigolo, on va dire, ça va être une différence de gabarit absolument énorme. D'ailleurs, on ne connaît ni l'endroit, ni la catégorie dans laquelle ils vont combattre.
Mais du coup, enfin, je veux dire, c'est quoi la différence entre ça et la WWE, quoi, tu vois, genre c'est du catch, quoi. Je veux dire, Non, là les coups vont. Non mais les coups vont être vrais, mais je veux dire, t'es sur un truc aussi ridicule que ça. Et pour moi, c'est un déshonneur pour les sports de combat. Et je pense que Mayweather a dû frustrer et dégoûter pas mal de fans de boxe et de fans de lui qui ont dû se dire là t'es tombé bas. C'est trop loin. Là pour moi c'est l'équivalent de si Eminem faisait un featuring avec attention. Avec Colonel Riel, non, avec Kinvey, tu vois, genre juste pour dire ouais vas-y je vais faire du bif. Non mais vraiment Kinvey c'est le bon exemple. Mais je connais pas Kinvey. Mademoiselle Valérie, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Bon bref, je connais pas Valérie. C'est tant mieux que tu connaisses pas. Je connais pas, je suis un ringard. Mais en vrai, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Et ce qui m'énerve, c'est que c'est. Excuse-moi, 10 pompes. Non mais t'es vieux. On n'insulte pas. Je ferai 10 pompes, mais t'es vieux. Même c'est pas une insulte, c'est 10 pompes. T'es un vieux. Montre-nous que t'es jeune, toi. En vrai, ce qui m'énerve, c'est que c'est un peu la porte ouverte derrière à pas mal d'autres choses. Amsterdam. Une main. Vas-y Loïc, termine. Non, je disais, c'est un peu la porte ouverte à pas mal du coup de... Enfin, je veux dire, si on part du principe que le simple fait que le mec ait une grosse communauté, ça lui donne la possibilité de faire du sport à haut niveau avec les meilleurs. Tu pompes très bien, Christian. Oh. Du coup, c'est quoi la prochaine étape? C'est on va foutre Norman en équipe de France de football parce que bah tu comprends, il a 5 millions de followers. C'est un youtubeur, lui je le connais. Ah mais c'est l'équivalent de Norman. Oui, un peu, ouais. C'est l'équivalent de Norman. Donc, est-ce que le nombre de... Parce que ça veut dire qu'on tombe dans une mécanique qui est que non mais s'il a beaucoup de followers il peut faire ce qu'il veut et non en fait t'es sur du sport de haut niveau, faut que tu arrives à payer de toi-même pour arriver jusque là et pas en nombre de followers, on s'en fout. Les mots sont forts mais ils ont le mérite d'être dits. La réponse à la vraie patte de Paname. Qu'est-ce que tu penses de ce combat, toi, Christian? Je partage totalement le sentiment de honte, un peu pas de honte mais de chagrin surtout. Il est chafouin. Je me dis qu'il est chafouin. En fait oui, la logique financière veut que, en plus, on sait à quel point Floyd Mayweather aime l'argent, l'argent appelle l'argent, il n'en aura jamais assez. Mais jusqu'où t'as une carrière incroyable, t'as tout gagné, t'as tout fait. Est-ce qu'on peut imaginer que le mec se fait juste plaisir? Moi, j'espère juste une chose, c'est qu'il va le foutre KO en 10 secondes. Et que genre... Après regarde, moi, il gagnerait mon respect s'il faisait ça. Regarde, genre il rentre, bam, et il se barre. Ouais. Ok, au moins t'as prouvé que t'as accepté le jeu juste pour la thune. Mais jamais il le fera pour les diffuseurs, il le fera etc. Pas, parce que c'est une exhibition. Mais est-ce que les diffuseurs, ils ont envie de voir... Il le sèche en 20 secondes, à mon avis, les images tournent. C'est ça. Est-ce que les diffuseurs, ils ont envie de voir une légende de la boxe piétiner et galérer 10 rounds avec un youtubeur, un gamin. Les diffuseurs, ils veulent voir le nombre de pay-per-view qui vont être achetés. Mais ça, ce sera fait à l'avance. Oui. Mais surtout avec cette petite subtilité marketing du prix évolutif, ça, moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est vrai que c'est une première. Ça malin. Mais en fait, moi, mon point de vue, il est celui-ci. Je comprends totalement. Ma première réaction, évidemment, a été épidermique, donc de m'offusquer, de dire mais Mayweather, tu fais n'importe quoi, c'est cata, c'est honteux pour lui, c'est honteux pour la boxe. Et puis rapidement, je cherche un peu dans ma mémoire et je me souviens que d'autres très grands boxeurs, et notamment le plus grand d'entre tous, pour ne pas le citer, ont fait des oppositions. Alors, c'était pas forcément face à des youtubeurs à l'époque, puisqu'il n'y avait pas YouTube pour Mohamed Ali. Mais quand Ali affronte le catcheur japonais Inoki, c'est une exhibition. Alors, Inoki est forcément... Un des premiers combats de MMA retransmis aux États-Unis d'ailleurs. Voilà, c'est évidemment un athlète professionnel et c'était son métier, etc. Donc, mais c'est une exhibition. Attention, Logan Paul, il est en forme. Il est pas collé comme moi. Non, Inoki, c'est un des créateurs du Pride. C'est une légende. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que face à Mayweather, on va pas avoir un type sportif comme moi qui arrive et le mec est ultra sportif, il est bâti. Mais d'ailleurs, je souligne juste, allez voir sur YouTube le combat Inoki contre Mohamed Ali, donc qui est en vrai un combat de MMA avec Mohamed Ali. C'est ridicule, mais allez voir. C'est un peu ridicule. Inoki s'assoit pendant tout le combat. Mais au moins, on reste dans un contexte de sport de combat. Là, c'est vrai que le mélange de un youtubeur avec une légende, et qui plus est, un youtubeur qui visiblement n'est pas doué pour la boxe. Non, il est vraiment pas doué, non. Quand on voit la photo, il a l'allure d'un boxeur professionnel. Il est costaud. On dirait Joshua.
Sous eau de Javel, quoi. Non, tu peux pas dire on dirait Joshua. Tu peux pas dire on dirait Joshua. Mais il a une tête de boxeur professionnel. Il y a un petit côté Drago, voilà. Dans Rocky, là, comme ça, sur cette photo, là. Vite fait. Il y a toujours un côté Drago Malfoy dans Harry Potter, ouais. C'est vrai. On est plus là-dessus. Chacun ses références. Pour revenir, Rocky, Harry Potter, voilà. Pour terminer là-dessus, moi, mon premier avis, c'était donc de m'offusquer, de ne pas être content. Puis, je cherche dans ma mémoire, je me rends compte que d'autres boxeurs de très très haut niveau et des gens autrement plus prestigieux que Mayweather l'ont fait aussi. Et en avançant dans ma réflexion, je me dis que, en fait, ce qui me chagrine, et ce qui devrait se passer normalement, c'est que la boxe professionnelle, au final, ne propose pas assez de grands combats pour susciter l'intérêt du public. Pour susciter l'intérêt. Hormis évidemment le public se tourne vers ce genre de choses-là. Le problème, il est là finalement. Il faut que la boxe propose de plus grandes affiches. Canelo contre Munguia, ce serait un choc. Jaime Munguia, c'est un boxeur de la même catégorie que Canelo Alvarez, qui est mexicain. Le peuple mexicain et les amateurs de boxe partout dans le monde attendent ce combat depuis un moment. On en parle et tout, mais les deux acteurs. Alors Munguia, lui, le veut parce que voilà, ça lui ferait monter en popularité. Mais c'est un peu un rapport avec ce que tu disais tout à l'heure pour Joshua Fury. C'est peut-être beaucoup plus simple d'organiser un combat de boxe entre Mayweather et un YouTuber. Mais évidemment. Il faut que les acteurs du milieu de la boxe qui très rapidement se sont mis à critiquer Mayweather. On dit voilà. Alors, le seul promoteur ou acteur du milieu de la boxe qui ne l'a pas critiqué, c'est comment s'appelle-t-il ? Il me semble que c'est Bob Arum. D'accord. Il y a Bob Arum et Eddie Hearn aussi, qui lui du coup a promu le premier combat de Logan Paul. Mais ce que tu était content. Ce que tu dis, c'est la même chose que ce que dit Dana White, qui dit voilà où en est la boxe aujourd'hui. Non mais et on se retrouve avec des combats comme ça. J'ai une liste de combats là. C'est pour Sofa Boxing à mon avis qui essaie de faire. En fait, il faut. On termine vite les enfants. Non, je termine. Vas-y. Il faut qu'on ait des oppositions type Spence contre Crawford dans la catégorie des welter. Billy Crawford. Non, s'il te plaît. Non, là normalement c'est 10 pompes. Allez, normalement c'est 10 pompes. Moi je suis désolé. Et vous allez voir, je sais pas les faire. Il va tomber, il y a pas une syncope là. Donc on va se marrer. Mais continue. Oui, pour la précision, j'ai demandé 10 pompes parce que Bud Crawford est un champion unifié. C'est moche. C'est un champion unifié. Moi, le sport, les enfants, j'en fais 3. 3, c'est bien. Il dit 3, il en a fait 2. 3, ça suffit parce que c'est pas super méchant ce que j'ai dit non plus. Billy Crawford, ça va. Non, mais il y a plein de combats à faire qui masqueraient ce genre de mascarade. Oui. Mais alors, du coup, ma question, tu vas le regarder ce combat ? Non, je pense pas. Non. Sérieux ? Non, je pense pas. Toi, je te la pose quand même. Moi, je vais attendre le résultat et si je sais qu'il l'a séché rapidement, t'iras voir après. J'irai voir après. Non, mais je vais pas payer pour ça. J'avais déjà pas regardé son combat. Si t'allais payer, je t'ai demandé si t'allais regarder. J'avais déjà pas regardé son combat face à Tenshin. J'ai plus son nom de famille, mais je sais que c'est Tenshin. Nazukawa, je l'avais pas regardé. Là, je vais pas regarder ça. Ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas. Voilà. Bon. C'est aussi simple que ça. On va s'arrêter là-dessus. J'ai réussi à vous vénérer tous les deux. Toi, tu regarderas pas. Donc voilà, je pense qu'on aura le temps d'en reparler, on va en reparler. avant que ça arrive. Mais voilà, c'est la fin du Crochet Box qui, pour une fois, est arrivé en premier. Et merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Et à demain pour la partie MMA. Mais on ne sera pas changé. Non. Parce qu'on est des gros dégueulasses. Merci à tous. Bye bye. Ciao.